Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous propose un sujet ce soir, à savoir comment les fontaines de la place de la Concorde à Paris codent un message qui apparemment est destiné à notre époque, un message d'avertissement qui semble pronostiquer une catastrophe aquatique sur la ville de Paris, sur la France. Bon, c'est assez grave bien sûr, mais on va nuancer tout ça au fur et à mesure. Vous allez voir que tout est finalement précis, vérifiable. Vous en penserez d'ailleurs ce que vous voulez, parce que quand j'énonce le sujet, vous pouvez tout à fait vérifier vous-même, savoir ce que vous en pensez vous-même. Je ne vous oblige pas à me faire confiance. Vous pouvez faire confiance en les statuts des fontaines de la Concorde. Eh bien, je vous propose maintenant de voir un petit film très rapide sur les fontaines de la Concorde. Voilà. Donc la place de la Concorde, au milieu, il y a l'obélisque, hein, qui a été offert par le roi d'Égypte dans les années 1830 au début. C'est le roi Louis-Philippe qui a fait installer cet obélisque là où il est aujourd'hui. Par la suite, on a ajouté 2 fontaines de chaque côté de l'obélisque. Ce sont des fontaines consacrées à l'eau, en fait. Il y en a une qui est dédiée au fleuve de France et l'autre est dédiée aux mers, aux océans. C'est donc entièrement une ambiance aquatique. Voilà, comme ça, par ce petit film, vous pouvez avoir une idée si vous n'avez jamais vu ce site. Notez que là, l'eau ne crache pas au maximum, il y avait quand même une rétention d'eau, hein. Donc il y a les personnages qui sont en bas, qui sont ceux assis de chaque côté du tronc central. Ce sont les humains. Tout en haut, il y a les enfants ailés, ce sont les dieux, sur la vasque. Et en pourtour, il y a des espèces de tritons d'humains à queue de poisson. Tout ce petit monde est en fait sur une scène de théâtre, pour qui veut bien le comprendre, à nous exposer un certain sujet. Celui des catastrophes cycliques qui peuvent s'abattre sur la Terre, même si attention quant à l'intensité que ça peut avoir, il faut rester très, très prudent. Mon but n'est pas de faire peur à tout le monde, donc je ne peux pas être tenu pour responsable non plus. Je dégage toute responsabilité de l'utilisation qui pourrait être faite de ce que je vais dire. J'essaie simplement de faire avancer les choses. Voilà, hein. Si ça peut vous apporter quelque chose dans votre compréhension du monde, c'est très bien. D'accord. Donc on peut déjà voir, vous voyez, sur cette photo qui récapitule, on peut voir que les personnages sont noirs. Donc ils ne sont pas africains parce que leurs traits sont européens, mais avec une peau noire. Je pense qu'on peut en inférer certaines choses qui font partie du décodage. À savoir que la couleur noire a toujours été associée à ce qui est triste, mélancolique, colérique. Depuis le XIIe siècle, hein, quelqu'un qui est noir est méchant, mauvais. Alors attention, hein, je ne dis pas que les Africains sont comme ça, hein, c'est pas mon propos, hein. Là, on ne parle vraiment pas des Africains. D'accord, je ne parle pas d'eux en disant ça. Je parle simplement des statuts de la Concorde, qui sont des statuts de type européenne, mais avec une peau sombre. Et donc je pense que ça a été fait exprès pour nous communiquer un certain message, une certaine teneur. Et le noir aussi est la couleur du deuil. Un roman noir depuis 1816, c'est-à-dire c'est un roman qui véhicule une idée de malheur et de tristesse. Depuis très longtemps aussi on parle d'une colère noire. Et depuis 1756, attention, broyer du noir, c'est une expression qui existe, qui veut dire donc être triste. Alors ça voudrait dire que nos personnages de La Fontaine, ils sont tristes, ils sont mélancoliques, ils sont mauvais, ils sont coléreux, voilà. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, ils attendent la catastrophe qui va s'abattre sur eux, comme on va s'en rendre compte dans les minutes qui viennent. Voilà, très bien, on avance, on avance.
on avance. Vous avez par exemple cette femme-là, vous voyez, on peut voir que son visage vraiment n'a rien de joyeux. Alors, tous les visages de ces personnages, d'ailleurs, on va le constater, ne sont pas joyeux. Donc ça peut questionner parce que la mairie de Paris installe des fontaines qui vont être vues par les Parisiens, puis les touristes. On aurait pu penser que mettre une touche de joie, de gaieté, ça aurait pu être sympa. Mais non, 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 absolument pas. Les visages sont tous, ont des tronches négatives, tristes, voire souffrantes. Pourquoi ? C'est pas normal, quoi. Pourquoi ? Voilà. Cette femme, on voit qu'elle a sur la tête une couronne de feuillage, c'est-à-dire un chapelet. Alors je parle de ce mot chapelet dans différentes vidéos parce que c'est un concept clé du codage de l'architecture. Donc les fontaines, disons, font partie. C'est les à côté de l'architecture. Et donc le verbe chapelet, en moyen français, il signifiait frapper durement, tailler en pièces. Donc ça peut être mis en relation avec le visage triste de la personne. Et on peut voir que cette femme, elle a dans les mains des bouquets de fleurs. C'est pourtant joyeux, un bouquet de fleurs, il y a tout lieu d'être joyeux, c'est un symbole de fête. Cela rappelle évidemment l'expression que ceux qui me suivent connaissent aujourd'hui, à savoir faire bouquet. Une ancienne expression qui voulait dire faire subir une humiliation, une contrainte. Dans ce cas-là, comme dans de multiples autres cas, ça veut dire que la personne, tous ces gens qui sont assis autour de la fontaine, ça veut dire qu'ils ont de quoi subir une humiliation, une contrainte. Ils sont faits bouquets. D'accord ? Ce sont des jeux de mots. Je passe à la statue suivante. Voilà, alors on peut voir ici, on retrouve une dame qui a le visage de près. En fait, on voit qu'il n'est pas du tout joyeux. Visage... la personne regarde en l'air, mais il n'y a pas de bonheur sur ce visage. On retrouve la couronne de feuillage avec des épis de blé. La personne tient une gerbe de blé dans les mains et une faucille. Alors là, très bien, il s'agit de Cérès, une allusion à la mythologie grecque, la déesse Cérès, la déesse de la moisson. Ok. Alors la moisson, comme on va le voir très bientôt, est un symbole apocalyptique. C'est une comparaison qui a été utilisée dans le livre de l'Apocalypse, le livre qui décrit la fin de notre monde. Vous pouvez remarquer aussi que la moisson, qui consiste bien sûr à couper les épis de blé des céréales et à les emmagasiner, ça n'est pas un thème aquatique. D'accord ? Il n'y a rien de nautique, de marin dans la moisson. On va nous dire, oui, c'est parce que, bien sûr, on cultive le blé sur les bords de certains fleuves, donc c'est tout à fait logique qu'on ait inclus la moisson. Moi, je pense plutôt qu'on a inclus la moisson parce que ça se décode et ça se réfère à quelque chose de négatif à la fin d'un grand cycle. Ça se réfère au livre de l'Apocalypse, c'est-à-dire qui décrit la période qui clôt notre système, notre âge, qui le clora. Voilà. On a aussi cette statue-là, cette personne. Cette fois-ci, ce n'est plus la moisson, mais c'est la vendange. Vous voyez, dans ses cheveux, il y a une guirlande de pampres, c'est ça, de vignes, avec du raisin. Et elle porte du raisin sur elle, avec des feuilles de vigne, des rameaux. Bon, il faut voir que la présence d'une pomme de pin peut s'expliquer, parce que dans certaines statues anciennes, on pouvait voir le dieu Dionysos, le Bacchus romain, le dieu du vin, qui portait une pomme de pin, comme un sceptre. Ici, la pomme de pin est au bout d'un sceptre, justement. Il y a bien sûr une corrélation entre le vin, le dieu du vin, de l'ivresse aussi, et le raisin, puisque c'est avec le raisin que l'on fabrique le vin. Voilà. Et donc, il est intéressant de savoir que aussi bien
la moisson que la vendange sont présents dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 14. Puisqu'il y a sur une nuée un fils d'homme qui a sur la tête une couronne d'or et à la main une faucille aiguisée. Alors il y a un ange qui sort du sanctuaire et il lui crie d'une voix forte « Lance ta faucille et moissonne, elle est venue l'heure de la moisson, car la moisson de la terre se dessèche. » Donc il faut voir que la moisson vue comme ça, c'est quand même assez agressif. Puisque l'Apocalypse décrit les différentes catastrophes qui doivent, en principe, s'abattre sur notre monde. Voilà, donc effectivement, le fait de lancer une faucille, c'est-à-dire que ça va couper, ça va trancher, ça va casser, quoi. La faucille aussi se réfère à la moisson des âmes, les bons d'un côté, les mauvais de l'autre, à la fin des temps, dans la période apocalyptique. Voilà. Et dans la suite de ce chapitre 14, il y a une allusion à la vendange. Puisque un autre ange sort du sanctuaire dans le ciel, il a lui aussi une faucille aiguisée. Alors il y a un ange qui lui dit, d'une voix forte, « Lance ta faucille aiguisée et vendange les grappes de la vigne sur la terre, car les raisins sont mûrs. » L'ange alors jeta la faucille sur la terre, il vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la cuve immense de la fureur de Dieu. Donc on est bien dans la fureur de Dieu. Le livre de l'Apocalypse parle du jour de Yahvé, le jour de la colère de Dieu, où finalement, quelque part, l'humanité sera punie. C'est perçu comme ça. Et donc on se mit à fouler hors de la ville et de la cuve sortie du sang, jusqu'à hauteur du mort des chevaux, etc. Cette comparaison négative, quoi, qui met en parallèle le jus de raisin, parce que donc, après la vendange, il fallait le mettre dans des grands bacs et le fouler, marcher dessus pour éclater les grains et recueillir le jus de raisin. Voilà, le jus de raisin rouge est comparé au sang de l'humanité qui est puni, quoi, qui est versé. C'est une comparaison qui existait déjà dans l'Apocalypse. Voilà, donc vous avez d'autres, à droite à gauche dans la Bible, il y a d'autres citations comme ça qui ont trait soit à la vendange, soit à la moisson, qui se réfèrent un petit peu à la période de la fin des temps. Donc c'est pour ça que les fontaines de la Concorde reprennent ces deux thèmes discrètement pour nous mener à cette thématique-là. Et donc ça n'a aucun rapport avec quelque chose d'aquatique. Donc vous voyez, vous avez cet homme aussi qui tient à la main une grappe de raisin. Bon, il complète. Et donc il a l'air maussade, il a l'air grave, l'œil fixe et triste. Il ne rigole pas, c'est la vendange, mais bon, lui, il s'amuse pas. Voilà. Et donc il tient dans la main un gouvernail, puisqu'en fait, tous ces personnages-là sont sur des bateaux. On voit la proue des bateaux devant eux. Voilà, donc lui tient le gouvernail. Le message, c'est un petit peu, puisque le gouvernail sert à orienter un bateau, à choisir le cap du bateau, là, on nous dit cap vers la vendange. Bon, c'est pas joyeux, évidemment, cap vers la vendange, cap vers l'apocalypse, ouais. Il n'y a pas de quoi sauter de joie au plafond. Voilà, ici une photo by night. Bon, pour vous donner une idée de ce que ça donne. Et donc, à côté des personnages assis, mais en pourtour des bassins, mais néanmoins toujours dans l'eau, il y a des hommes et des femmes à queue de poisson. Bon, ça peut signifier, nous orienter dans deux directions différentes. Les tritons et les sirènes. Les tritons, ce sont finalement les amis, la famille de Triton, le fils de Neptune. Un homme, un humain, mais à jambes de poisson. Bon, il faut savoir que dans le code que je propose, que je déchiffre, eh bien, Triton annonce le char de son père, mais le char de son père n'est pas sympa non plus.
On s'est rendu compte dans ma vidéo sur Neptune, que je vous conseille de voir si ce n'est pas le cas encore. On peut voir que Neptune nous est présenté par les codeurs, par les concepteurs, comme quelqu'un d'agressif, de punisseur. Hein. Voilà, donc si ce sont des tritons, bon, c'est pas de bon augure. Si ce sont des sirènes, nous pensons alors aux mythologies scandinaves et nord-germaniques. Puisque cette sirène nordique est bien plus connue que la sirène grecque, à l'image de la célèbre Lorelai, une sirène du Rhin qui, lorsqu'elle chantait, menait droit les navigateurs vers l'abîme. Et il est vrai que les sirènes grecques, qui étaient cette fois-ci non pas des femmes poissons, mais des femmes oiseaux, mais quand même des créatures associées à la mer, elles charmaient les marins par leurs chants, par leurs instruments de musique. Les marins étaient séduits, fascinés, et ils menaient leurs bateaux en fait sur les rochers. Et à ce moment-là, les sirènes les dévoraient. D'accord, voilà. Donc il y a l'idée, si vous voulez, que les personnes assises de chaque côté, de tous les côtés du tronc central, qui sont noirs, tristes, ils n'ont pas su conduire leur barque, leur bateau. Ils se sont laissés charmer par le chant des sirènes. Et donc ils mènent leur bateau à la catastrophe. Voilà. C'est pour ça que les humains poissons sont ici. Alors, tous ces espèces de sirènes, même s'il y a des hommes aussi, ils portent un poisson. Comme je l'avais déjà dit précédemment, quoi. Le poisson qui est comme ça est porté hors de l'eau, évidemment, il va mourir. Un poisson qui n'est plus dans l'eau n'en a plus pour longtemps à vivre. Il vit sa fin. Donc c'est la fin du poisson, c'est la fin de l'ère des poissons. Étant donné qu'une ère, E-R-E, c'est un âge, une période de temps. Nous sommes actuellement, depuis à peu près la naissance du Christ, dans l'ère des poissons, qui doit se terminer grosso modo, d'après la tradition, en 2160. Donc voilà, cette sirène porte un poisson, le fait mourir, c'est donc la fin des poissons, ça date la prophétie, à la période de la fin des poissons. Bon, nous, à notre époque, à nous, en 2021, on est dans cette période-là. Voilà. Et on avance, on avance. Vous avez celle-ci. Alors quand les espèces de sirènes regardent en hauteur, c'est comme s'ils regardaient le ciel, donc les constellations, les mouvements des constellations. Donc ils disent, ah oui, je cible bien la fin du poisson. Voilà. Celui-ci aussi regarde dans l'air. On peut voir que son poisson qu'il tient ressemble un peu à l'orifice d'un vase, ce qui fait que le poisson crache de l'eau, un petit peu comme un vase. Or, n'oublions pas que le signe du Verseau, on voit un personnage qui verse l'eau d'un vase. C'est pour créer l'affinité, la corrélation, poisson-Verseau. Car après l'ère du poisson, il y a celle du Verseau qui va commencer. Voilà, et donc ici, vous avez, on voit les bateaux sur lesquels se trouvent les personnages. Je regarde si tout va bien, mais tout va bien, tout va bien. Et donc, voilà, un mot sur la proue du bateau. Elles se ressemblent toutes, en voici une. On peut voir une guirlande de feuillage, une couronne de feuillage qui est masquée par quelque chose. C'est quand même étrange, parce qu'on nous représente un motif qui n'est pas tellement perceptible. On y revient dans quelques instants. Un mot sur les poissons qui sont de chaque côté. Il y en a de multiples sur les fontaines. Et donc ces poissons, vous voyez, j'en avais parlé dans ma précédente vidéo. Sur le pont Alexandre III, voilà, ce sont des poissons monstrueux, une sorte de monstre,
un correspondant m'avait donné à peu près la race, l'espèce du poisson, mais j'ai perdu. Bon, tant pis. Un monstre, c'est une chose prodigieuse, incroyable, en moyen français, c'est-à-dire qu'on parle d'un truc à l'importance extraordinaire. Hein. Le poisson a la queue en l'air, je le disais, parce que la queue du poisson, c'est la seconde partie de l'animal, c'est la fin. Si la tête est le début, quoi, c'est la fin, la queue est la fin du poisson. Donc la queue est vers le haut. Vers le haut, verso, quoi. Voilà, d'accord. Fin du poisson, verso. Ok, c'est pour dater toujours la prophétie. Bon, il faut bien voir évidemment qu'il n'y a pas que ces poissons-là qui sont là. Il y en a de multiples comme ça, il y en a partout, quoi. Des poissons ont toujours un peu la même forme. Par exemple à Versailles. Hein. Il y en a partout, quoi. Voilà, donc c'est une forme à laquelle les codeurs, on va dire, tenaient bien, tenaient vraiment. Ils voulaient nous montrer ce type de poisson. Hein. Parce que ce type de poisson, cette forme-là, contient effectivement un message codé. Voilà, maintenant revoici les bateaux, vus de 3/4. Donc il faut bien voir que la proue du bateau se prolonge vers l'avant comme une sorte de vague en 3 parties. Et c'est comme si la vague allait s'écraser sur le bateau qui est là devant. Or, ce bateau fait partie des armes de Paris, la capitale de la France. Hein, vous avez voilà, la couronne avec des tours, la couronne de feuillage dans laquelle se trouve un bateau, puisque associé de la devise fluctuat net mergitur. Il se prend la vague, mais il ne sombre pas. Donc ici, effectivement, on voit les vagues qui vont percuter le bateau de la ville de Paris. Il y a quelque chose de rassurant, puisque ça veut dire le bateau ne sombre pas. En d'autres termes, les architectes, les concepteurs des fontaines et de tas de monuments, de cathédrales, de châteaux, ils nous passent un grand message faisant flèche de tout bois, d'accord ? C'est un grand codage. Je ne sais pas pourquoi personne n'en a parlé avant moi, pourquoi toujours personne n'en parle, sauf moi. Mais pourtant, voilà, je suis solide intellectuellement sur mes bases. D'accord, c'est comme si on voulait nous faire comprendre que, à la fin de l'ère des poissons, la ville de Paris va se prendre une grande vague sur la gueule. Vous pouvez remarquer que cette vague aussi peut être perçue comme un bouquet de 3 choses qui est lié par des cordes. Un bouquet, ce qui nous ramène à l'expression faire bouquer, faire subir une humiliation, une contrainte. Évidemment, si on se prend une vague d'eau sur la gueule, évidemment, on est fait bouquer. On subit une humiliation. Voilà. Donc on pourrait dire 2 mots du personnage, là, sur le côté. Cette femme tient une corne d'abondance, symbole appartenant à la mythologie grecque, symbole de richesse inépuisable, parce que l'âge des révélations, il est prévu qu'il y ait des catastrophes. Il est prévu aussi qu'il y ait justement une révélation. Le mot apocalypse, on n'arrête pas de le dire, ça veut dire révélation. La révélation de certains secrets. En fait, ces secrets vont concerner les civilisations du cycle précédent qui étaient déjà très évoluées. Également des secrets concernant les créatures extérieures à notre Terre. Ce qu'on pourrait appeler les extraterrestres, qui ont peut-être des bases, ou enfin probablement même, des bases sur la Terre, des bases souterraines, des créatures qui viennent du futur, si vous voulez, d'une autre dimension. D'accord. C'est ça, à mon avis, c'est ça la révélation, quoi. Nous sommes actuellement en quarantaine, nous sommes privés de certaines vérités et réalités. Ça se débloquera bientôt, bientôt, quoi. Et la prochaine civilisation verra la reconnaissance publique de ces secrets-là. L'ancien âge sera vraiment révolu, sera une époque passée d'obscurité. D'accord. Bon, on pourrait en dire plus, mais voyez les armes de Paris. Tout en bas, vous avez les ordres de chevalerie. Vous avez la devise fluctuat net mergitur. Vous avez le bouclier, le blason, avec le bateau, la nef de Paris,
les fleurs de lys de la royauté. À gauche, un rameau de chêne. À droite, un rameau de laurier. Et en haut, une couronne avec des tours. Bon, j'insiste pas sur le mot tour qui voulait dire, il y a quelques siècles, est-ce que ça voulait encore le dire au 19e siècle? Je ne sais pas. Bon, le codage est cohérent d'une époque à une autre. Ce qui est codé respecte ce qui s'est fait avant. Tout ça est d'un seul tenant. Donc linguistiquement également. Un tour, c'était un moyen stratégique, une ruse. Comme on dit aujourd'hui, il lui a joué un tour. Bon, entre autres, ça veut dire que toutes les armoiries comportent un codage. Voilà. Alors, on peut voir aussi, quand ce n'est pas le bateau qui est sur la proue, caché par la vague, à peine visible comme ça en diagonale, vous avez un oiseau. Alors on peut se demander qu'est-ce que c'est que cet oiseau. Réponse dans quelques instants. Et ici, à côté, le personnage en bleu souffle dans un corps. Donc quand on souffle dans un corps, c'est-à-dire qu'on pousse un signal d'alarme, on manifeste sa présence. C'est attention, attention, un grand bruit, alerte. Alerte, une vague arrive sur l'oiseau. Or cet oiseau, en fait, vous voyez, vous photographiez sous le meilleur angle possible, on le voit un petit peu mieux, mais pas si bien que ça, c'est un coq. Or, le coq est un vieux symbole de la France. Donc la vague arrive sur la France. Voilà, le bateau ici de la ville de Paris. J'ai essayé de photographier au mieux possible. Il apparaît un peu mieux. D'accord. Maintenant, on va faire un petit tour au pont Alexandre III, qu'on a vu la dernière fois, parce que sur les lampadaires, vous retrouvez des formes tout à fait similaires. Donc on est toujours au 19e siècle. Et donc vous savez, c'est marrant parce que, en fait, ça paraît surprenant à dire parce que, pour les gens qui suivent les médias, la télévision et tout ça, évidemment, ils ont du mal à comprendre, mais tout est codé en fait. Ici, vous avez par exemple les rouleaux, les documents roulés, dont j'ai déjà parlé. C'est le savoir caché qui sera révélé. Les pattes de lion, c'est-à-dire la patte du grand sphinx de Gizeh, qui comporte un accès à une salle cachée en sous-sol, qui est associée aux révélations à venir. Edgar Cayce disait, sous le sphinx, il y a la salle des archives de l'Atlantide, etc., etc. Voilà. Donc ici, on retrouve le blason de la ville de Paris. Entouré, vous voyez, il est marrant, la guirlande de feuillage, là, ou la couronne de feuillage, un chapelet. Parce que c'est un assemblage, en fait, d'une multitude de bouquets. Donc vous avez des allusions aux deux jeux de mots complémentaires. Chapelet, la guirlande, mais le verbe chapelet frappé durement taillé en pièces, et les bouquets, allusion à l'expression faire bouquet, faire subir une humiliation, une contrainte. Deux symboles négatifs, avec au milieu la barque de Paris. Alors, si vous voulez, je peux me tromper. Je n'ai pas la science infuse, je suis un humain, mais je trouve quand même qu'il y a eu une convergence assez nette pour annoncer quelque chose de négatif concernant la France et Paris. Au niveau aquatique, voilà. Donc il faut bien reconnaître, vous voyez mes vidéos sur le basculement des pôles. Voilà, parce qu'on est bien parti pour que les pôles de la Terre basculent. Moi, je ne souhaite pas que ça arrive. Logiquement, on devrait en parler beaucoup plus de cette hypothèse. Il serait bon d'en parler. Voilà. Si les pôles de la Terre basculent, ça peut provoquer des grands tsunamis, de gigantesques tsunamis, qui vont déferler sur les côtes. C'était aussi une prophétie de Edgar Cayce, vraiment un médium de qualité, un voyant de qualité, un extraordinaire voyant du XXe siècle. Aujourd'hui, tout le paramétrage de la Terre montre qu'effectivement, il
il semble bien quoi, qu'on est en route vers un basculement de l'axe de rotation. Bon, parce que notamment les pôles nord et sud fondent. Bon, le magnétisme terrestre a baissé. On nous disait précédemment, il y a quelques années, tout au long du XXe siècle, les pôles ont bougé de 15 centimètres. Si, je crois bien que maintenant, on nous dit que ça a bougé de quelques mètres. Bon, alors à quand quelques dizaines de mètres et centaines, et finalement, on nous cacherait probablement des données trop dérangeantes. Bon, ça pourrait bouger carrément d'un nombre de degrés non négligeable. Voilà, enfin, moi je mets ça en corrélation. Mais bon, mon but n'est vraiment pas de faire peur, c'est injuste de me reprocher ça. J'essaie d'être réaliste. Sous moi, la politique de l'autruche, ça ne m'intéresse pas. Je pense vraiment que est codifié dans l'architecture une annonce de ce type. D'un cas d'une catastrophe due à l'eau. Après, bon, est-ce qu'elle va être surimportante et tout casser? Est-ce qu'elle va être finalement relativement mineure? Bon, n'oublions pas que la barque de Paris est balayée par les flots, mais ne coule pas. Je trouve ça assez rassurant. Voilà, donc vous en pensez ce que vous voulez, quoi, si ça vous intéresse. Je ne suis pas responsable de ce que vous en pensez. Parce qu'il y a quelque chose de vachement grave que je ne peux pas assumer. Ce n'est pas mon rôle, je ne suis pas scientifique. Je propose simplement ce que je crois comprendre de certaines statues. Voilà. Maintenant, si en votre fort intérieur, vous trouvez ça soit complètement ridicule, vous pensez que je dis n'importe quoi, ou vous pensez que j'ai vachement raison, mais je ne suis pas responsable. Ce qui me permet de préserver ma tranquillité. Et donc ici, sur un autre lampadaire, on peut voir, toujours sur le pont Alexandre, on voit bien un coq. Voilà, le coq de la France. Année 1900, le soleil se lève. Forcément, quand le coq chante quand le soleil se lève. Et donc, ça fait penser aussi à l'aube d'un nouvel âge sur la Terre, quoi, sur la France. Une nouvelle époque. Et alors le coq chante, avec un soleil levant. Voilà, et donc vous avez aussi les lettres RF pour République française. Ce qui montre bien qu'il n'y a pas d'erreur, quoi. Il s'agit bien de la France dans cette symbolique. D'accord. Et maintenant, on revient sur la place de la Concorde. On va voir les colonnes rostrales. Rostral? Oui, rostral. Vous voyez, parce que sur une colonne rostrale, il est accroché des proues de navires. Ça remonte à l'époque grecque. On édifiait parfois des colonnes sur lesquelles on posait, on attachait les rostres, c'est-à-dire les éperons de navires qu'on avait capturés à l'ennemi. C'était donc un emblème de victoire. Alors, allez savoir pourquoi, on retrouve la même chose sur la place de la Concorde. Et donc, voilà, il y a quelque chose tout à fait de stupéfiant. Bon, tout en haut de la colonne, bon, il y a plusieurs colonnes évidemment, tout autour de la place, qui est très grande. Vous avez comme un... Enfin, finalement, c'est le globe d'une lumière, d'une ampoule. Mais ça fait aussi un vase. Alors, on trouve des vases partout en architecture, montés en pinacle, en hauteur. C'est le Graal, c'est le pot qui contient le dépôt, voilà, ce qui est caché, qui contient la révélation. C'est le contenant. Et voilà, ici, on peut voir quelque chose quand même de bien surprenant. À savoir que on retrouve cette forme-là en vague, vous voyez, qu'on avait tout à l'heure. On a la vague qui surgit du bateau et qui est propulsée à l'avant. On voit aussi ce que je considère comme l'occupant du bateau, une sorte d'animal composite, avec une tête de félin un petit peu et des cornes de bouc. Il est paniqué, il n'est pas heureux, forcément, si la vague tombe sur lui, c'est pas la joie. Ok, et on voit donc les rostres, les éperons, 3 épées ici. En d'autres termes,
Vous avez une sorte d'extraterrestre, hein, de créature qui n'existe pas chez nous, mais qui peut exister ailleurs, qui commence à paniquer dans son bateau perché en hauteur, dans son bateau volant, parce que son bateau émet une grande vague qui va retomber sur lui. Bon, ça peut être un symbole, comme je l'expliquais notamment dans ma vidéo sur le livre d'Enoch, les extraterrestres du livre d'Enoch. Certains textes anciens nous disent qu'il y a des anges qui sont descendus sur la Terre il y a des millénaires. Ils ont vécu parmi nous, mais la situation sur la Terre a complètement dégénéré, est devenue décadente, incontrôlable. Bon, on nous dit Dieu a décidé qu'il y aurait un déluge, parce que l'homme était devenu complètement dégradé. Un déluge a tout englouti, voilà. Là, ce serait ça, le symbolique. Alors, c'est difficile à accepter pour certaines personnes qui sont complètement pas informées, désinformées. Ben ouais, c'est comme ça. Voilà, il faut s'y faire, tant pis. Hein. Voilà. Et alors ici, vous pouvez voir que cette vague qui surgit, ici, ressemble bien à une queue de poisson. Puisqu'on peut même voir les écailles. Vous voyez, les écailles sur la peau, c'est normal pour un poisson. Il y a des écailles. Et donc à l'autre l'extrémité, c'est en forme, ça c'est vase en forme de queue de poisson. Ok. Donc si c'est la queue du poisson, c'est la fin du poisson, quoi. Alors là, c'est là où ça m'inquiète quand même, quoi, parce que là ils nous disent bon, il est paniqué sur son bateau, blablabla, mais c'est la fin du poisson, quoi. Alors on va me dire c'est quand même difficile à croire. Oui, c'est la fin du poisson. Bon, il n'y a pas grand-chose, quoi. Il y a une queue de poisson vaguement esquissée, voilà. Mais en de multiples lieux, bon, on arrive à une conclusion un peu convergente, similaire. Voilà. Là, c'est la fin du poisson. C'est-à-dire que le personnage, quoi, évoque à la fois ce qui s'est passé il y a des millénaires et ce qui pourrait se passer à nouveau. C'est-à-dire qu'on parlerait ici de catastrophes cycliques. Une qui est arrivée au début de l'ère du lion, il y a 12 000 ans à peu près, et une qui pourrait arriver au début de l'ère du Verseau. Donc, je veux dire, à la fin de l'ère des poissons. Voilà. À mon avis, c'est le message qu'on veut nous faire passer. Ok. Sous un angle différent, vous pouvez voir ici des espèces de poissons. Non, pas de poissons, je dis n'importe quoi, de chevaux. En fait, ce sont des chevaux marins, hein, des créatures du dieu Neptune. Neptune, le causeur de tremblements de terre. C'est son nom en grec, Poséidon. Le causeur de tremblements de terre. Voilà, et donc les chevaux ont l'air un peu paniqués, ils ouvrent grand la bouche, et voilà, il n'y a pas beaucoup non plus d'harmonie et de joie, quoi. Donc c'est une allusion discrète à Neptune. Neptune, quand même, qui est pas gentil, quoi, hein, qui est pas sympa. Tel que les codeurs des siècles passés nous le présentent. Hein, voir ma vidéo sur Neptune. Bon, voici la même chose sous un angle différent. On va bientôt regarder le dessous du bateau, vous voyez. D'accord. Bon, l'occupant du bateau. Alors, on pourrait me dire, ouais, c'est pas l'occupant du bateau. Non, c'est juste une sculpture qui décore l'avant du bateau. Qu'est-ce que vous racontez Bon, c'est-à-dire que moi, je crois que chaque détail de cette décoration est mis en place pour communiquer des messages qu'on peut déduire, qu'on peut retrouver d'une façon rationnelle, logique. D'accord ? Voilà. Donc je propose une argumentation. Il ne faut pas juste voir cette vidéo-là, il faudrait connaître un peu ce que je fais. Bon, je proposerai un jour le résumé, la synthèse de mes découvertes, en une seule vidéo. Comme ça, voilà. Vous pouvez voir que cette créature, qui tire la tronche, hein, qui n'est pas heureuse, qui n'est pas joyeuse, voilà, elle arbore une sorte de collerette autour du cou, collerette dorée, qui repasse ensuite sur son front, comme si elle appartenait à une civilisation relativement sophistiquée. On ne parle pas d'un animal, on parle d'un être intelligent, d'accord, qui appartient à une société développée, hein, une civilisation, mais évidemment qui n'est pas sur Terre.
Voilà, il n'a pas l'air joyeux quand même, hein. Et sous le bateau, donc, voilà, vous retrouvez le trident de Neptune. Neptune le destructeur, le punisseur, d'accord, hein, qui a détruit l'Atlantide. Les codeurs nous le font comprendre, voir ma vidéo. Neptune, le dieu de l'Atlantide. Au milieu, vous retrouvez le bateau, la nef de Paris, hein, entouré d'un chapelet, la guirlande de feuillage, chapelet hein, quand même, etc. Le chapelet est présenté par deux sirènes. Voilà, deux sirènes. Hein. Enfin, il y a un homme et une femme, d'accord. Bon. Donc, je veux dire, ça m'inquiète un peu de voir superposer en quelque sorte le trident de Neptune, Neptune le destructeur, avec une allusion aux armes de Paris. Ça m'ennuie un petit peu, quoi, au niveau du déchiffrage. Hein. Voilà ce que je voulais dire. À partir de là, bon, qu'est-ce que vous voulez faire Évidemment, si devait arriver une catastrophe, personne n'en parle. D'accord, bon, bah, personne n'en parle, c'est tout. Hein. J'ai quand même l'impression qu'on nous communiquait au XIXe siècle un message d'alerte à ce sujet-là. Hein. Tout en espérant que finalement ça se réduise à pas grand-chose, mais finalement je n'en sais rien. Hein. Voilà. Donc des sirènes, des créatures malfaisantes qui portent voilà, le chapelet hein, frappé durement, taillé en pièces autour du bateau de Paris. Si ça ne veut pas dire ça, vous voyez, qu'est-ce que ça veut dire? Tout ça, ça veut dire quoi? Vous proposeriez quoi? Je peux vous dire que dans les livres d'architecture, on ne propose pas grand-chose de convaincant. On va vous décrire les éléments, mais on n'explique pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que l'intention des sculpteurs, des décorateurs, tout ça reste énigmatique. Et je propose donc une solution. Je propose une interprétation. On est maintenant devant l'Opéra de Paris, Opéra Garnier, toujours du 19e siècle. Hein. C'est intéressant parce qu'on voit des lampadaires où on retrouve les colonnes rostrales avec le même type de motif. Alors attendez, qu'est-ce qui se passe? D'accord. Logiciel panique, pourquoi? Vous pouvez voir ici des bateaux qui sont fixés à une grande colonne centrale. D'accord. Quand on approche d'un peu plus près, on voit qu'il y a encore la proue d'un bateau avec les trois pointes, le rostre, l'éperon du bateau, c'est un bateau militaire, un bateau de guerre, avec l'espèce de queue de poisson qui sort du bateau. D'accord, la queue de poisson comme ça, stylisée. Hein. C'est comme si le reste du poisson était dans le bateau. Si le poisson est dans le bateau, bon, il n'est plus dans l'eau. Ah, il va mourir alors. Donc c'est la fin du poisson. C'est la fin du poisson. Voilà. Alors que la queue du poisson est aussi la fin du poisson. La deuxième partie du poisson. Quoi. Voilà, je trouve cette interprétation plutôt bonne. Je vais me jeter quelques fleurs. Alors on pourrait dire, voilà, ça fait finalement une queue de poisson. Cette expression a d'abord été employée par Balzac en 1833 pour signifier une fin brusque et décevante. Ben ouais. Et l'expression actuelle, finir en queue de poisson, c'est ne pas avoir les conséquences que l'on attendait, avoir une fin abrupte et décevante par rapport à ce qui précède. D'accord ? Nous sommes d'accord que, par exemple, une catastrophe qui arriverait d'un seul coup représenterait dans la marche culturelle de civilisation une queue de poisson. Voilà. Alors ici, on peut voir des pyramides. Hein. Ça peut sembler bizarre ce que je dis, je comprends bien parce que je vais vachement loin, je ne suis pas suivi par des homologues. Je pense que je suis en avance sur mon époque. À mon avis, ces pyramides se réfèrent aux pyramides égyptiennes, notamment celles de Gizeh, hein, qui livreront leurs secrets bientôt.
Voilà. Bon, on va avancer à la vidéo suivante, à la diapo suivante. Vous pouvez voir que ce bateau-là, il a un œil, vous voyez. Bon, moi je vais vous dire franchement ce que j'en pense. Je pense que ce bateau, d'une certaine façon, peut être comme un ovni, hein, ou un osni, c'est-à-dire un objet sous-marin non identifié. Et donc les gens qui sont dans ce vaisseau, ce bateau, finalement nous regardent, ils regardent ce qui se passe sur la Terre. Et vous retrouvez ici les pyramides, on les voit bien là, avec des sortes de boutons pression, hein, comme pour ouvrir quelque chose. Ou alors, ça peut être compris aussi comme des ouvertures, des passages circulaires, mais bouchés par un bouchon, ouais, par des bouchons. Quand les bouchons seront retirés, on pourra passer. Ce sera l'âge des révélations. Vous voyez ici, je reviens à la diapo suivante. La queue du poisson en elle-même. Hein. Vous voyez, vous aviez des arches, des trucs courbes. Ce sont des arches en moyen français. Une arche, c'est un coffre, c'est le trésor, ce sont les archives, c'est le navire, le vaisseau. Hein. Que des significations intéressantes. Évidemment, ça a été très utilisé, ce mot sous-entendu, suggéré par le codage. Hein. C'est un des mots-clés les plus importants. Et ici, vous voyez que sur la partie terminale de la queue de poisson, il y a des marches sur l'arche qui est courbe, hein, des marches. Tout ça pour en venir à ce mot capital très important, arche. En fait, chaque détail, je crois, est décryptable. Il faut savoir simplement le faire. Je n'arrive partiellement. Et puis, des fois, je bloque aussi parce que je suis confronté à une masse d'objets colossales. Je ne vais pas non plus tout déchiffrer comme un idiot, quoi. Donc, je suis content quand je tiens quand même des bribes vraiment intéressantes, comme je crois que c'est le cas ici. Donc vous pouvez voir que, évidemment, s'il y a des queues de poisson sur les fontaines de la Concorde, sur les colonnes de la place de la Concorde, et vous les retrouvez sur le palais Garnier, avec l'espèce de vague ou queue de poisson qui sort du bateau, on n'est pas aux prises avec quelque chose qui est insignifiant, quoi. Ça veut dire les concepteurs de tout ça, ils y tenaient à ces formes-là. Ils veulent nous faire comprendre quelque chose. Pour eux, ça avait un certain sens. Voilà. Justement, c'est bizarre, c'est énigmatique. C'est pas du tout un truc qu'on regarde et qu'on dit « Ah oui, bien sûr, super ». On regarde et on dit « Tiens, qu'est-ce que c'est que ça ?» Nous revenons vers les fontaines de la Concorde. Cette fois-ci, nous regardons non plus les personnages du bas, mais ceux du haut, ceux qui sont sur la grande vasque. Alors, je vous fais d'abord remarquer que cette grande vasque, vous voyez, ça fait tout à fait, disons-le franchement et sans tabou, ça fait une soucoupe volante à l'envers. Vous savez que beaucoup d'ovnis qui sont aperçus ont une forme comme ça, soit en assiette creuse, soit deux assiettes l'une sur l'autre, soit un disque avec un dôme. Là, vous avez à peu près ça, voilà, une assiette creuse. Hein. Et dessus, ce sont les dieux. Donc il y a une logique. Si les dieux sont les occupants du vaisseau, ils sont sur la vasque. Et on peut déjà voir ici celui-ci, c'est qui arbore le caducée, hein, le bâton avec les deux serpents enroulés qui forment des boucles. C'est le symbole, le caducée, de Hermès Mercure, le dieu qui apporta sur la terre les arts et les sciences, le dieu qui civilisa finalement l'humanité. On voit cette idée qui est développée à Versailles, dans le salon de Mercure. Et donc, si on admet que c'est Mercure, le petit Mercure porte une corne d'abondance. Donc il apporte sur la terre des richesses inépuisables. Il apporte quelque chose de positif. Voilà. Donc ces dieux ont tous des ailes qui finalement sont assez discrètes, mais sont bel et bien présentes. Celui-ci porte un compas, c'est un symbole de la franc-maçonnerie, une caste, un groupe qu'on peut considérer comme étant détenteur de certains secrets. C'est également le compas un outil de mathématiques, de géométrie.
De l'autre main, cet enfant ailé nous présente une roue, comme une roue à eau, qui transforme une énergie hydraulique en énergie mécanique. Donc en fait, cet enfant symbolise bien une certaine science et technique. Donc lui aussi peut être considéré comme un de ces dieux qui est venu sur la terre, qui a apporté aux hommes des connaissances, un certain savoir. Ces dieux peuvent tout à fait être des extraterrestres, des créatures physiques qui sont arrivées dans des vaisseaux volants et qui se sont manifestés à l'humanité il y a des millénaires. Voilà, ici nous retrouvons un enfant avec le trident de Neptune. Ce qu'on peut voir, c'est que cet enfant n'a pas l'air du tout joyeux, comme d'habitude. Il a un air passif, neutre, mais bon, il ne rigole pas. On rigole pas ici. Et si on regarde l'enfant qu'on a vu juste précédemment, lui non plus. Si on zoome un peu sur son visage, on voit que il a un air assez sévère et avec un manque d'empathie. Lui aussi est noir. Il est noir, triste, mauvais, mélancolique, voilà. D'accord. Donc en fait, on peut voir dans ces enfants ailés du niveau supérieur, on peut voir les dieux, c'est-à-dire des extraterrestres qui habitent dans le ciel et qui ont eu des contacts avec l'humanité qui était en bas. Alors ça se réfère à mon avis surtout à cette époque, comme d'habitude, narré dans le livre d'Enoch 1, narré dans les premiers versets du chapitre 6 de la Genèse, dans lesquels il est dit que les fils des dieux sont descendus sur la terre et ont eu des interactions avec l'humanité. Ils auraient pris femme. Voilà. Donc ici, c'est vrai qu'on s'éloignerait peut-être un peu de la perspective de l'époque de la fin du poisson. On serait plutôt dans une évocation de ce qui s'est passé il y a des milliers d'années, juste avant le grand déluge, qui est raconté dans toutes les traditions. On peut remarquer que les enfants sont tout le temps semi-vêtus d'une sorte de drap. Le premier qu'on a vu avec la roue, vous voyez, avec un tissu en bandoulière, il porte un drap sur le ventre. Le Neptune aussi. Et il en porte un en plus, il porte sur le bras vraiment, quoi. Et un avec une ceinture. C'est en fait un codage, quoi, parce que, comme je le dis souvent, à la fois, bien sûr, c'est un peu esthétique de mettre des drapés comme ça, il y a une certaine beauté. Mais en plus, un des sens anciens du mot drap, c'était linceul. Voilà, donc ça rappelle que ces êtres-là vont finir sous les eaux du déluge, quoi. Ils vont finir dans un linceul. C'est également pourquoi ils n'ont pas l'air contents. Parce que le livre d'Enoch 1 nous dit qu'à un moment donné, ils ont été mal jugés par leurs homologues qui étaient restés dans le ciel. Ils n'avaient pas le droit de descendre sur la terre et d'interagir avec les humains, de leur communiquer un certain savoir. Et ils ont été punis. Voilà, et la punition s'est finalement terriblement finalisée par le déluge universel. Voilà pourquoi ils portent un drap, un linceul. Ici, on voit un motif intéressant qui est sur une vasque, je pense la grande vasque de la fontaine, à savoir, on a le caducée, la tige avec 2 serpents enroulés, le caducée de Mercure, et on a aussi le trident de Neptune. Voilà, donc on a le dieu qui apportait les bienfaits de la civilisation, et le symbole du dieu, finalement, qui a puni. Voilà, tout ça, ça fait un ensemble, ça fait un tout. On peut voir maintenant, à gauche, cet enfant ailé, qui lui aussi est vêtu d'un drap, vous voyez. Il porte la faucille et sur la tête, il a une sorte de couronne de céréales. C'est encore une allusion à la moisson, avec la même extrapolation qu'on a faite au début. Cet enfant-là, lui aussi arbore un drap. Il est appuyé à une sorte de gouvernail. Mais on peut vraiment voir que son visage n'est pas sympathique, quoi. Il est noir, il est
D'accord? Il n'est pas gentil, il n'est pas innocent comme il devrait être à son âge, hein. C'est-à-dire qu'ils sont venus sur la terre, ces anges, ces fils des dieux, et je dirais ces extraterrestres, car qu'il faut voir les choses comme elles sont. Mais voilà, ça correspond aux anges déchus. D'accord? Ils ont transgressé leurs propres lois. Ils n'auraient pas dû venir en fait, et voilà, ils sont considérés comme des êtres négatifs qui ont apporté une certaine violence, une décadence sur la terre au final. Voilà. Il est temps maintenant de s'intéresser aux étranges oiseaux qui sont entre les personnages. Et donc on peut voir déjà que leur cou est très long. Je pense qu'on pourrait dire que tout comme... ouais, euh, on pourrait dire que ce sont des animaux qui n'existent pas sur la Terre. Ça fait des espèces de cygnes, mais le cou est trop long. Je dirais que ce sont des oiseaux qui ne sont pas de notre monde, mais qui sont du monde des anges qui sont représentés. On peut constater que le cou est vraiment anormalement plié ou ployé. Et plié, ces deux verbes, ça voulait dire céder sous la contrainte. Ça existe encore aujourd'hui. On va dire que quelqu'un a plié, voilà, hein, devant les forces de l'ordre, le verbe existe toujours dans ce sens-là. C'est céder sous la contrainte. Donc je me dis que ce type d'oiseau, il y en a plusieurs dans les fontaines, hein, ils ont le cou qui est cassé. Or, un casse-cou, c'est une personne téméraire. Un casse-cou, c'est également le lieu où l'on risque de tomber. Donc ça, je pense quand même que ça a été fait exprès pour rappeler que ces anges, ces divinités, ont été téméraires en descendant sur la terre, en venant se mêler à la vie des humains. Et donc ils sont quand même perchés au premier niveau, en un lieu où ils risquent de tomber, ce qui va finir par arriver. Ce sont les anges déchus. Ce sont les néphilim, c'est-à-dire ceux qui sont tombés. Ces espèces de signes aussi évoquent l'expression le chant du cygne, puisqu'ils ont le bec ouvert, hein. C'est-à-dire le chant du cygne, c'est le dernier coup d'éclat avant la mort. Voilà. Ces anges ont accompli un coup d'éclat en descendant parmi nous, mais ça a été leur chant du cygne, puisqu'après ça s'est fini par un désastre généralisé, par la mort. Voilà, on peut vous dire aussi, parce que si vous avez vu mes vidéos sur Léonard de Vinci, c'est très bien, je vous félicite. Si vous ne les avez pas vues, eh bien, je vous invite à les regarder, surtout qu'elles sont complètement déclassées par YouTube, hein. Je pense que c'est parce que ça dérange, ça amène une version diamétralement opposée à ce qu'on croit habituellement, ça amène une vérité d'avant-garde. Je suppose qu'on essaie de différer le plus possible certaines révélations, hein, qui ne sont pas compatibles avec l'état actuel de notre monde. Donc là, je parlais de l'animal cygne. Et donc un cygne nous fait signe, il nous fait coucou, il nous fait signe. Un cygne, anciennement, c'était un miracle. Voilà. Et un cygne, au moyen français, enfin encore aujourd'hui d'ailleurs, le zodiaque comporte des signes. Il y a 12 signes, 12 constellations. Voilà, donc la présence d'une espèce de cygne, ça débouche sur pas mal d'extrapolations possibles. À partir de là, je reconnais quand même que ces oiseaux-là me résistent. Il y a quelque chose, à mon avis, que je ne perçois pas et qui doit être particulièrement intéressant. Alors, si vous avez une idée, n'hésitez pas à me communiquer. Voilà. Voici une vue de la Grande Vasque, hein. Et je voulais attirer votre attention sur les visages qui sont sur tout le pourtour. On va en voir quelques-uns. Voilà, mais auparavant, on va revenir à quelque chose que je voulais vous montrer et que je n'avais pas commenté. Vous voyez ici, derrière le Neptune,
il y a des symboles qui sont vachement intéressants. Bon, ici, vous avez la fameuse console, hein, c'est-à-dire le manuscrit, le document, le parchemin, la feuille de papier, qui contient un certain texte secret. Le savoir, la connaissance qui sera révélée voilà, à la fin de notre cycle et pour le début de la prochaine ère. Il y a des poissons dessus. Bon, alors, c'est vrai, ça reste énigmatique. Pourquoi il y aurait vraiment des poissons D'accord. Ici, vous avez des oves, des œufs. Hein, pour bien préciser que le symbole d'une gestation, de quelque chose qui est en attente. Le poussin n'est pas encore éclos, il attend de naître. Quand on édifie ces fontaines, on attend la révélation. Hein. Aujourd'hui, en 2021, on attend encore, mais évidemment, c'est beaucoup rapproché aussi. Hein. Vous avez des guirlandes de feuillage, des chapelets. Hein. C'est bien les chapelets parce que c'est à la fois un symbole de fête et de joie, quoi. Et en même temps, le verbe chapelet amène quelque chose de très négatif. Voilà, c'est par un retournement de situation. Et ici, vous avez des boutons de fleurs, des motifs floraux. C'est-à-dire, c'est pratique le motif floral parce que ça détermine un passage circulaire, mais qui est fermé. Tant que le bouton est fermé, le bourgeon est fermé. Mais un jour, le bouton, le bourgeon s'ouvriront. Et alors le passage sera ouvert. Ce sera la fameuse révélation, l'Apocalypse. Ok. Et donc on va regarder certains des visages en question pour terminer ce diaporama. Vous avez cette tête, par exemple. Donc vous voyez, aussi bien il porte sur la tête des motifs végétaux, et sa barbe et sa moustache, ce sont du végétal, ce sont des feuilles. Bon, ça, je pense qu'on peut appeler ce personnage, mais alors c'est pareil, quelqu'un qui verra cette vidéo, qui n'a jamais vu une autre vidéo de moi, il va dire il exagère, il tire par les cheveux. Évidemment, on peut toujours inventer ce qu'on veut comme déchiffrage. Mais cette personne ne sait pas qu'il y a des centaines de visages comme ça par affinité, en affinité. Et donc on peut l'appeler un feuillard, parce qu'il est caché dans les feuilles. La barbe et la moustache, en moyen français, c'était la barbe. Ouais, la moustache aussi était de la barbe. Et barber, c'était tromper. Donc ce personnage, à la fois, est caché dans les feuilles et nous trompe. Il cache quelque chose. Il est un feuillard. C'est-à-dire un voleur, un bandit de grand chemin. C'est un voleur qui navigue sur les grands chemins. Donc, sur les grands chemins du ciel, en fait. Mais bon, j'ai pas le temps d'amener toutes les explications maintenant. Il faudrait faire une petite vidéo sur ce sujet-là, les feuillards. Voilà, et en voici un deuxième ici. Vous voyez, une partie de son visage est faite de feuilles végétales. Donc c'est un voleur qui se cache dans les feuilles, quoi. Il est caché dans les feuilles. En même temps, c'est un voleur, quelqu'un qui vole dans le ciel, hein, quelqu'un qui vole dans l'espace. Des grands chemins, oui, des grands chemins de l'espace galactique. Donc évidemment, ce genre de discours peut surprendre quelqu'un qui n'est pas préparé. Je le constate dans l'audience que j'ai. Mais qu'est-ce que vous voulez, après des années d'études de tout ça, j'arrive vraiment à ces conclusions-là. Hein. Donc je ne peux pas dire autre chose, il va falloir simplement attendre que l'humanité soit prête à écouter cela, à prendre au sérieux. Voilà, vous avez ce visage-là aussi, hein, une femme qui a l'air abattue, enfin triste, d'accord, comme d'habitude. Et on peut remarquer qu'elle porte un foulard autour du cou. Le foulard est très près de sa tête, de son menton. Hein. On peut penser au mot une écharpe. Et donc ça amène, comme d'habitude, hein, le mot écharper. Écharper, on écharpe quelqu'un avec une lame, avec une épée, etc. quoi. Donc cette femme a été ou va se faire écharper. Et donc symboliquement, elle était étranglée par son foulard. Vous voyez, c'est pour ça qu'elle a l'air triste ou pas bien, quoi, voilà. Parce que sur ce peuple-là, le déluge va arriver, va tomber. Et les anéantir. Alors c'est arrivé dans le passé. Bon, est-ce que ça va arriver dans le futur ? On pourrait craindre que ça arrive, plus ou moins quand même dans le futur, même si je ne suis pas dans le secret des dieux. Et qu'en fait, ça m'angoisse devant cette responsabilité d'annoncer quelque chose. Je ne peux pas annoncer à coup sûr si
Je ne peux pas terroriser tout le monde, d'accord. Qui suis-je pour faire cela? Je n'assume pas une responsabilité pareille. Je vous laisse évaluer la pertinence des éléments que j'apporte. Voilà, vous avez ce visage-là aussi. On voit encore une femme à moitié soit à l'agonie, ou on pourrait même penser qu'elle dort ou qu'elle est morte, au choix. Un visage vraiment pas joyeux, hein. Il n'y a pas de quoi. Si les Parisiens voient ce visage, ou qui ne sont pas des visages très grands, enfin, il n'y a pas de quoi se réjouir, hein, avec des têtes pareilles. Donc elle porte un collier, vous voyez, même un triple collier de perles. Donc c'est quelqu'un qui a une vie aisée, qui est d'un milieu social aisé. Le collier est porté trop près de la tête, du menton, quoi. Ça pourrait l'étrangler, le symbole est là. Et donc ça amène tout un vocabulaire intéressant. Puisque anciennement, il y a quelques siècles, le collet, ça voulait dire le collier. Mais ça voulait dire aussi le collet, le lacet, le piège. Hein, la cordelette, quoi, nouée, qui sert à capturer les animaux. C'est marrant ça, non? Vous voyez? Le collet, le collier, et le collet pour capturer les lapins. Voilà, elle, en quelque sorte, elle a été capturée, elle est tombée dans le piège. Son mode de vie luxueux et tout, décadent, ne lui a pas porté chance. Finalement, elle a écouté le chant des sirènes, et le bateau de sa civilisation est venu se fracturer, se cracher sur les rochers, sur les récifs. Voilà, c'est ça ici qui est suggéré. D'autant plus que la collée, ça voulait dire le coup. Voilà. Alors que, bon, etc., vous voyez, d'accord. Donc on parle en fait d'un peuple, elle symbolise tout un peuple, c'est pas une seule personne. C'est le même peuple que les grands personnages sculptés qui sont assis. Et vous avez encore celle-ci. Pareil, une figure terne, triste, quelqu'un qui est comme étranglé par sa coiffure, vous voyez. Vous avez des nattes, des tresses. Voilà, il y a l'idée que ça l'étrangle. Or, elle porte détresse, vous voyez, détresse, pour exprimer sa détresse, sa peine. Elle est en détresse. Voilà. C'est ce peuple qui avait un mode de vie dissolu. À l'époque antédiluvienne, à l'époque de l'Atlantide, ils avaient un mode dissolu, se sont égarés dans la matérialité, dans la décadence, et finalement le déluge est arrivé. Et l'Atlantide a été engloutie. Et ils ont tous disparu. Voilà. Je pense que les concepteurs de toute cette mise en scène nous disent un peu que ça pourrait nous arriver. Vous voyez, parce qu'après, c'est avec la précision de la fin des poissons, hein, qu'on a vu là, qu'on a vu aussi au pont Alexandre III. Alors voilà, c'était la dernière diapo de ce diaporama. Donc en conclusion, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire... il y a un moustique là qui m'embête. Oh, c'est pas grave, ça fait rien. Donc, oui, il semble bien qu'on veut nous faire comprendre, il y a un peu plus d'un siècle, qu'il y a des catastrophes cycliques, quoi, qui peuvent s'abattre sur la Terre, et qu'une catastrophe comme ça pourrait arriver à la fin des poissons, au début du Verseau. Bon, cet élément que je présente ici peut se compléter par d'autres sites. La prochaine fois, je vous parlerai par exemple du Petit Palais. Le Petit Palais complète encore au XIXe siècle, à peu près en l'année 1900, complète encore cette façon de voir les choses. Bien sûr, je me permets de vous présenter ces éléments-là parce que j'ai vraiment l'impression que c'est factuel, que c'est réel, j'y crois. Or, on vit quand même une époque où les choses se dégradent sur la Terre. Je ne sais pas si vous avez remarqué... il y a presque une 6e extinction de masse au niveau animal. Les animaux ont tendance à disparaître. L'humain y est pour beaucoup, certainement, puisqu'il prend de plus en plus de place sur la Terre. Il prend la place des animaux sauvages. La pollution tue les animaux, même les insectes, tue les abeilles. En plus, la nature elle-même semble passer par une sorte de transition, de phase de modification. Voilà, le magnétisme terrestre a baissé. Y a-t-il plus de tremblements de terre qu'avant? Les volcanologues nous disent non, mais s'il y en avait plus, c'est ce qu'ils nous le diraient. Est-ce qu'on ne nous mentirait pas
pour nous masquer un élément majeur et très important, mais qui peut faire peur. Voilà, etc. Il y a différentes... vous pouvez voir mes vidéos sur le basculement d'épaule. Donc il est possible que l'épaule de la Terre bascule dans quelques temps, dans pas longtemps en fait. Alors je suis toujours gêné, c'est vrai. Il est possible voilà, que l'épaule de la Terre bascule. Il semble qu'on soit dans une phase de préparation à cela. Vous avez aussi toutes les paroles d'une américaine, je crois, Nancy Leader, hein, qui reçoit les messages des États, des extraterrestres Zeta. Et il y a l'annonce aussi d'un basculement d'épaule à cause de l'irruption de la planète Nibiru dans le système solaire, hein, qui modifierait tout le paramétrage de ce système, ce qui provoquerait entre autres sur la Terre un basculement, avec pas mal de dégâts d'après cette source. Bon, on verra bien. Hein, voilà, donc vous en pensez ce que vous voulez. Encore une fois, je suis pas à l'aise en parlant, quoi. C'est marrant, quoi, mais c'est là, quoi. Le déchiffrage est là. Donc je me permets d'en parler. Pensez-en ce que vous voulez. Voilà. Hein, d'accord. Le problème, c'est que si la Terre, elle bouge d'un seul coup, eh bien, voilà, c'est tous les océans qui en même temps bougent et ça peut générer, bon, des tas de problèmes, notamment des tsunamis. Hein. Les océans peuvent provoquer des tsunamis, évidemment. Si ça bouge d'un seul coup, hein, ça va faire un boom. Des volcans peuvent se réveiller, voilà. Edgar Cayce disait que le basculement de l'axe de la Terre serait le début d'un nouveau cycle. En même temps, il disait certains événements peuvent ne pas se produire. Ça dépend des mentalités humaines, ça dépend des comportements humains. Voilà, l'humain, le psychisme humain, en quelque sorte, est une force qui agit sur la nature. Hein. Donc plus on aura un mode de vie dégénéré et incohérent, plus la nature va se révolter, quoi. Voilà. Bon, on verra bien, quoi. On verra bien ce qui va arriver, quoi. Voilà, donc vous avez vu ce que ça donne. La prochaine fois, je continue sur le même thème, dans le Petit Palais. Il y a des choses très intéressantes aussi, qui encore une fois, dont la conclusion, l'extrapolation me semble quand même flagrant, quoi. Je suis désolé, mais ça paraît... Alors si je me trompe, je me trompe. Bon, après tout, je ne suis pas parfait. Hein. Voilà, je vous ai présenté ce qui me paraît plausible. Espérons qu'il n'y aura pas, bien sûr, de grandes catastrophes, mais il faudrait aussi que collectivement on arrête de faire n'importe quoi, de laisser faire aussi les multinationales, quoi, qui saccagent la nature. Évidemment, par exemple, enlever de la surface de la Terre la forêt amazonienne, c'est pas la meilleure idée qu'on ait eue. Hein. Tout ça, c'est un équilibre. Bon. En même temps, la Terre actuellement traverse une phase de changement. On voit bien. Hein. Les pôles nord et sud sont en train de fondre. Bon, on verra bien ce qui va arriver, quoi. Moi, j'en suis là, je ne panique pas. Bon, on verra ce qui va arriver. Voilà, portez-vous bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous fait pas trop peur. C'est mon but, en tout cas, de ne pas faire peur. Mais c'est intéressant quand même de réfléchir à ces histoires de codage aussi quand ça mène à des thèmes comme ça, quoi. Voilà, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien. À bientôt. N'oubliez pas de mettre un like si vous avez aimé cette vidéo. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne